Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture, cette fois qui sera plus axé sur la fantasy, parce que la dernière fois j'avais plus axé sur le policier. Bon, j'en ai pas mal, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout, voilà, de tout vous chroniquer, mais en tout cas on va essayer d'en faire un maximum parce que j'ai plein de livres à vous chroniquer, j'ai plein de points lecture à faire et c'est pourtant je fais 2 vidéos par jour, mais par jour. Ouais, bien sûr, 2 vidéos par jour. Par semaine, mais c'est vrai que le temps passe vite et je dois lire trop vite certainement, mais c'est pas grave. Mais bon, en même temps, c'est bien, j'ai pas envie de diminuer mon rythme de lecture non plus. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un peu de mal à faire mes chroniques et à prendre le temps d'enregistrer. C'est un petit peu plus compliqué du coup. Mais c'est vrai que le soir, j'apprécie de voir, une fois que je suis posée, de me plonger dans mon livre et pas de refaire des chroniques et compagnie. Bon, c'est comme ça. Donc là, du coup, ça va être un peu plus axé tout ce qui est fantasy, à commencer par Fleur de cendre de... Alors, Sandra Delille, c'est chez Gulfstream dans leur collection électrogène. C'est classé en fantasy médiévale, avec toujours ces superbes couvertures. Il y a encore le service presse à côté. Les illustrations qui sont reprises à l'intérieur. Puis vous avez toujours ces belles couvertures chez Gulfstream, j'adore. Je pensais vous faire une vidéo spéciale Gulfstream, mais en fait, j'ai 3 livres à vous présenter. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je voulais vous faire un book haul en même temps, mais en fait, je vous ai déjà quasiment présenté tous les livres Gulfstream que j'avais, à part deux, qui sont un tome 1 et un tome 2, donc du coup, c'était pas forcément très intéressant. Voilà, pour en revenir à Fleur de cendre, alors, c'est un one-shot, voilà, il y a une fin. Par contre, je pense que l'autrice s'est laissée quand même... voilà, laisser une fenêtre ouverte où on pourrait très bien retrouver notre héroïne. Alors, vous voyez, elle a le visage à moitié caché, puisqu'en fait, elle a le visage brûlé en partie. Alors, on est dans un monde de fantaisie. Angre est la fille d'un... C'est un duc, je pense, fille du duc. Sa mère est décédée. Sa mère était aussi une sorcière, magicienne, enfin, une femme qui avait des pouvoirs. Mais pour son père, Angre n'est qu'un moyen de grimper un peu plus dans la hiérarchie auprès de l'empereur en vendant sa fille à un homme riche et influent, en fait. À lui sert qu'à ça, c'est un pion pour pouvoir avancer dans ses ambitions. Sauf que Angre va être victime d'un attentat et elle va se retrouver le visage brûlé. Pardon. Donc son futur époux ne veut plus d'elle et elle prend conseil auprès de sa marraine qui lui conseille d'aller dans le nord du pays, alors auprès d'une marquise. Voilà, on n'en sait pas trop parce que Angre a elle aussi des pouvoirs comme sa mère et ça l'intéresse beaucoup plus d'utiliser, voilà, de développer sa magie, d'apprendre à la contrôler plutôt que de se marier avec le premier imbécile venu. On la comprend. Voilà, donc elle se dirige du coup dans le nord. Son père n'y voit pas d'inconvénient puisque de toute façon elle lui sert plus à rien puisque voilà, elle est défigurée. Et elle se rend donc chez cette mystérieuse marquise dans ce royaume du nord qui au premier coup d'œil a l'air assez calme, mais en fait qui sert de frontière pour empêcher les monstres de se déverser sur tout le royaume, car la marquise a récupéré, abrite chez elle de nombreuses jeunes femmes qui ont des pouvoirs et qui sont aussi des guerrières, qu'elle forme à devenir des guerrières pour pouvoir lutter contre ces monstres. Et Angre va intégrer cette école. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a un esprit de sororité assez développé. La marquise, on l'appelle par son prénom. Angre, en plus, elle doit... Alors, elle est pas trop, voilà, je suis fille de duc, elle est pas trop, elle se la pète pas trop, on va dire, mais quand elle arrive, elle est obligée de partager, enfin, elle est dans un dortoir, elle a plus sa chambre perso, donc ça lui fait un choc. Elle est obligée de s'habiller toute seule, elle qui avait tant de domestiques, ça lui fait un petit choc aussi, voilà, il y a des petites choses comme ça assez amusantes, puis elle va se retrouver avec des filles aussi de nobles, mais aussi avec des filles du peuple, et voilà, on va voir son entraînement, et il va se développer d'autres choses, évidemment. Il y a une intrigue assez importante qui se développe. Il va y avoir aussi des relations qui vont se développer, amicales, peut-être amoureuses. Voilà. Il y a plusieurs personnages qui vont rentrer en scène. Et on s'attache... Enfin, moi, je me suis pas mal attachée au personnage d'Angre. Je ne sais pas si vous voyez, là, en plus, on voit des gens qui se battent. Enfin, les couvertures sont exceptionnelles chez Gulfstream. Et voilà. Alors, la fin est peut-être un peu précipitée, mais on est dans du young adulte. Donc, c'est vrai qu'on se dit à la fin, bah mince, il y a ça qui arrive, ce gros événement.
ce plot twist. Et bon, c'est vite, mais bon, du coup, sur le coup, je me disais même, mais il va y avoir un tome 2. Mais en même temps, c'est compréhensible dans la mesure où voilà, c'est de la young adulte, donc c'est moins développé. Mais voilà, si vous voulez lire une bonne fantaisie qui soit un one-shot, voilà, l'histoire se termine, même si bien sûr, on pourrait imaginer d'autres aventures pour Angre, mais en tout cas, l'histoire se termine. C'est voilà, c'est un bon compromis. Vous n'êtes pas obligé de vous relancer dans une saga qui dure des plombes. Et ça, ça change un petit peu, c'est bien. Je suis ensuite allée dans un autre genre, alors toujours fantastique, et je suis enfin allée dans l'univers de Vincent Tassi avec Apostasie, aux éditions du Chat Noir. Bon là, c'est moi qui l'avais acheté, voilà, bon, vous voyez, il a un peu vécu. Hein. Ils ont ressorti une version collector. Après avoir lu le livre, je me dis, merde, si j'avais su, j'aurais acheté quand même la version collector. Je crois qu'il y a une nouvelle en plus, ce texte a été retravaillé, et puis il est beau, et le livre est tellement beau qu'on a envie qu'il ait un bel écrin aussi. Là, en fait, on va suivre Anthelme, qui est un jeune homme qui se, se retire de la vie, oui et non. Il décide de tout laisser derrière lui et de voyager, de marcher, de voyager. Voilà, il se débrouille comme il peut. C'est quelqu'un qui est très contemplatif, qui aime regarder ce qui se passe autour de lui, la nature, mais qui en même temps dans l'action. Il arrive un moment dans une forêt qu'il appelle la Sylve Rouge, parce qu'il y a énormément d'arbres avec des feuilles rouges, et il trouve une maison abandonnée. Donc voilà, c'est quelqu'un de contemplatif qui aime lire, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans l'action, puisqu'il il retape cette maison. Il vit assez chichement quand même, hein, parce qu'il ne travaille pas, donc il ne travaille pas, façon de parler, puisqu'il pourvoit lui-même à ses besoins. Et voilà, il est dans cette sylve assez étrange, l'atmosphère assez étrange. Et puis, il y a une bibliothèque dans le village d'à côté. Et il tombe sur un petit livre écrit par quelqu'un qui a vécu dans une forêt qui ressemble fortement à la sienne. Et de là vont découler, alors on va avoir plusieurs histoires en fait qui vont, parce que Anthelme va rencontrer d'autres personnes, il va aller plus profondément dans cette sylve rouge, on va découvrir l'histoire d'autres personnages, et puis ensuite une autre histoire, et c'est super bien fait. Et bien sûr, le mythe du vampire est très présent, comme vous pouvez le voir sur le... Il n'y a pas de surprise, hein, comme on peut le voir sur la couverture. Mais un mythe du vampire qui est complètement revisité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans Twilight, mais on n'est pas non plus dans Anne Rice, hein, ni Dracula. C'est vraiment fait de façon très particulière. C'est un univers, je pense, qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, j'avoue que j'irai d'autres romans de Vincent Tassi, parce que j'ai beaucoup aimé son univers. On est encore dans du gothique, hein, clairement du gothique horrifique. J'irais même parce qu'il y a des scènes qui sont assez... waouh. Et en fait, ces scènes, on les voit à travers le regard d'Anthelme, et comme lui, il n'éprouve pas d'horreur parce qu'il est fasciné, un petit peu hypnotisé, hein, parce qu'on dit aussi que les vampires sont capables d'hypnotiser les êtres humains, et on est un peu comme lui, on est fasciné, alors qu'il se passe des scènes quand même assez horrifiques, mais voilà, on a cette espèce de fascination, peut-être un peu morbide, cette fascination pour le vampire, pour le côté sensuel du vampire aussi. Et j'ai vraiment adoré. Et l'histoire, l'histoire principale qui découle de tout ça est juste magnifique. Encore une fois, c'est aussi une plume poétique. L'édition du Chat Noir ont vraiment l'art de trouver des auteurs qui vont français, vont francophones, qui ont des plumes très poétiques. Parce que j'en ai lu 2 il n'y a pas très longtemps de chez eux. Et pareil, on retrouve cette poésie, ces univers assez étranges, mais en même temps qui sont fascinants et dans lesquels on est pris. Alors, encore une fois, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, ça peut être assez particulier, mais franchement, j'adore. Et voilà, je ne vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment une superbe histoire. Et ce mythe du vampire revisité, j'ai adoré. J'ai adoré le personnage d'Anthelme, ce jeune homme qui est, voilà, qui quelque part, je l'envie de pouvoir se retirer de la vie et de pouvoir contempler, de pouvoir observer. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très courageux parce qu'il vit sans eau courante, sans électricité, sans rien. J'ai vraiment adoré ce personnage. Donc, je l'ai lu en lecture commune avec une autre bookstagrammeuse. Et pour elle, c'était une relecture. Et elle n'a pas regretté sa relecture. Elle a dit, je le relis d'une autre façon, en fait. Et c'était vraiment, vraiment très beau. Ah, je vous conseille vraiment voilà, si vous voulez, des univers, voilà, gothiques, un peu étranges. Alors attention, il y a de l'horreur quand même dedans. Mais c'est pas ce que je retiens. Je retiens surtout une plume poétique. Mais c'est vraiment, ça m'a énormément, énormément plu.
Après, je vais repasser sur quelque chose d'un petit peu plus consensuel, bon, si on veut. C'est le tome 2 de L'Empire des femmes, Ténéros, alors de Cassandre Lambert aux éditions DJ Jeunesse. J'avais lu le tome 1 dans le cadre du prix de l'imaginaire, et le tome 2 était dans ma palle depuis un bon bout de temps, et celui-ci, je devais le lire, je l'avais mis dans ma palle Nuit du hasard ou 12 mois, 12 livres. D'ailleurs, ces deux challenges-là, c'est une catastrophe. J'ai 3 livres de retard, ça fait 3 mois que je ne lis, enfin 6. 3 mois que j'ai pas pioché, enfin que j'ai les livres des Nuits du hasard que j'ai pas faites, enfin que je n'ai pas fait, pardon, et les livres de ma palle 12 mois 12 livres que je ne fais pas non plus. Donc voilà, j'ai l'année dernière, j'avais pas réussi du tout à faire la Nuit du hasard. Cette année, j'ai tenu 3 mois. 3 mois, voilà, je vais essayer de récupérer après, mais je sais pas pourquoi j'y crois pas trop. Donc bref, du coup, ça m'a permis de clore, c'est une duologie, donc ça permet de clore une saga, ce qui fait du bien aussi de se dire qu'on a clos une saga. Donc dans le tome 1, on est dans un qui s'appelle Sapienza, c'est ça? C'est le nom de la ville. Sapienza, ouais. C'est une ville on est dans un monde d'influence gréco-romaine, et ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Les hommes sont réduits au rang de, alors, soit de simples géniteurs, soit d'esclaves domestiques, bon, quand même plus esclaves que domestiques, soit ce qu'on appelle des oncles, je crois, je sais plus, enfin des hommes qui sont là pour servir, qui sont plus ou moins libres, oui, c'est pas des esclaves, mais qui sont là pour servir les femmes. Et on va suivre Adonna, qui est la fille d'une grande famille de cette cité, et sa mère est une des figures les plus importantes de la ville de Sapienza. C'est quelqu'un de très influent, et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on voilà, on a cette inversion du récit, c'est-à-dire que là, ce sont les femmes qui ont le pouvoir, et on voit toutes les horreurs qu'elles peuvent faire subir aux hommes, mais elles-mêmes sont esclaves parce que elles sont obligées de se reproduire. Adonna, elle est jeune, elle n'a pas envie forcément d'avoir des enfants tout de suite, d'autant que pour se reproduire, ils vont chercher des jeunes hommes sur l'île de Ténéros, où vivent tous les hommes qui ont été virés de Sapienza, parce que voilà, ils ont désobéi, parce que ils ne servaient plus à rien, donc on les a mis là. Et il y a aussi énormément d'enfants et de bébés qui sont abandonnés. Quand les femmes accouchent de petits garçons, elles les abandonnent la plupart du temps. Et du coup, de temps en temps, il y a un bateau qui va chercher avec des gardes féminines, hein, qui vont chercher des hommes qui vont servir de géniteurs. Alors, chaque jeune fille, donc Adonna et une de ses meilleures amies, doivent choisir leur favori. Comme ça, elles peuvent lui donner un coup de main. Et après, c'est des combats et des épreuves dans l'arène pour voir de quoi ils sont capables. C'est assez violent, d'ailleurs. Et c'est assez violent aussi parce qu'en plus, Adonna a un frère jumeau. Sa mère a accouché de jumeaux. Et donc, voilà, pour une femme de son rang, avoir un fils, c'était un peu embêtant. Malgré tout, elle ne l'a pas abandonné. Mais elle l'a fait rentrer dans ce système, je crois que c'est les oncles, le nom, mais je ne suis plus sûre. Où en fait, les hommes, on leur apprend dans cette école à servir les femmes le mieux possible. Donc, on voit son frère, dans le premier tome, passer aussi les dernières épreuves pour devenir... je crois que c'est oncle, hein, pour servir sa propre famille. La dernière épreuve est tout simplement horrible. C'est une horreur, c'est une barbarie. Voilà. Donc, en fait, les femmes sont pas mieux, quoi. C'est inversé. Mais en même temps, ça invite à la réflexion, parce que, voilà, déjà, on voit un monde, voilà, où c'est les femmes qui commandent, mais elles-mêmes, elles se mettent dans un certain esclavage, puisqu'elles ne peuvent pas aimer qui elles veulent, elles peuvent pas avoir d'enfants vraiment, arriver à un certain âge, là, il faut trouver un géniteur. Et en plus, si elles ont un petit garçon, faut pas compter l'aimer, parce que vous allez vous en débarrasser. Donc, en même temps, elles sont esclaves de leur propre système, et ça, j'avoue que ça, voilà, ce reflet inversé, et le fait que les femmes elles-mêmes s'imposent une sorte de carcan aussi, ça m'avait beaucoup plu dans le premier tome. Et voilà, et on voit son frère, et son frère, c'est horrible, je veux dire, il parle jamais. Quand la famille discute, il n'ose pas ouvrir la bouche. Alors sa sœur est, voilà, est très proche de lui malgré tout, mais
lui, il est conditionné. Et donc Adonna doit choisir son futur géniteur et elle va jeter son dévolu, enfin bon, elle n'a pas trop le choix, sur Hélios, mais Hélios vient juste de l'île de Ténéros et on se doute qu'il prépare quelque chose. Donc on a, la fin se termine, du tome 1 se termine en cliffhanger et on a la suite et fin dans ce second volume. Alors c'est DJ jeunesse, hein, donc c'est plus du young adulte. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu plus young adulte dans ce tome 2. Notamment parce qu'il y a des choses qui sont emboîtées trop facilement et trop bien, mais ça reste très prenant et la fin par contre ne fait pas de pitié, ne fait pas de quartier, hein. C'est assez explosif, c'est assez dur mais assez réaliste en même temps sur ce qui se passe sur la fin et c'était un très très bon final, je trouvais, qui prenait pas pour le coup de facilité. Donc si vous voulez voilà lire un livre qui interroge sur effectivement le matriarcat et le patriarcat et le fait que de toute façon on continue quand même à s'imposer des choses qui vous fait réfléchir sur ces sujets sans être prise de tête, hein, ça se lit très très bien, qui est une duologie. Donc encore une fois, ça c'est pas des sagas hyper longues, c'est vraiment une très bonne duologie. C'était vraiment passionnant, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et ça a été une belle découverte l'année dernière avec le tome 1. Je regarde un petit peu l'heure parce que faut pas que j'oublie. Bon, vous savez, hein, les enfants allaient chercher à l'école. Je me suis dit, l'école va bientôt se terminer aussi. Ensuite, je vous réemmène aux éditions du Chat Noir avec cette novella qui s'appelle Le Diable de t'emporte de Sanguine. Alors, elle avait écrit un premier roman qui s'appelle, c'est Va au diable, où on retrouve les mêmes personnages. Va au diable, c'est ça. Donc, elle a écrit Va au diable d'abord. Il faudrait que je l'achète aussi, d'ailleurs, ce roman. Enfin, cette novella. Va au diable qui... et en fait, celui-ci se passe avant. Donc, l'héroïne, Céleste, on voit ici, apparaît dans Va au diable. Là, en fait, c'est son histoire à elle qu'on suit. Mais vous pouvez lire les deux séparément. C'est pas grave si vous avez lu Va au diable avant ou si vous voulez le lire avant. Il n'y a pas de souci. Ça pose vraiment pas de problème, il n'y a rien de spoilant. On voit juste que Céleste va rencontrer l'héroïne de Va au diable dans ce tome 1. Alors Céleste, elle est toute mignonne, moi je trouve. En plus, c'est avec ce chat, là, voilà, ses tenues. Alors ces tenues ont un rôle important en fait. Parce que Céleste est une sorcière, elle fait partie d'un coven. Un coven, c'est un regroupement de sorciers ou de sorcières. Là, ici, c'est deux sorcières, c'est voilà, assez féminin, de la Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Orléans, terre des sorcières. Sa mère est une puissante sorcière. Voilà, elle est la chef d'un coven très important, sauf que Céleste est une bille comme sorcière, c'est-à-dire qu'elle ne maîtrise pas de pouvoir en particulier, qu'elle n'a pas, voilà, pas énormément de pouvoir, et surtout, elle souffre d'anxiété. Et d'où le fait que ses vêtements, en fait, la rassurent. Selon les vêtements qu'elle porte, elle arrive à calmer son anxiété. Elle a plusieurs trucs pour calmer son anxiété, mais ça, c'est une des façons qu'elle a de calmer ce gros problème. Je trouvais ça super bien fait. Et puis malheureusement, donc elle est méprisée évidemment par son coven, notamment par ses deux cousines qui elles ont des pouvoirs, notamment l'une d'elles qui a énormément de pouvoirs et elle n'a pas connu son père ou très peu. Son père est français et elle décide, Céleste, comme elle en a ras-le-bol d'être voilà, méprisée par tout le monde, elle décide d'aller en France et de se réfugier dans un petit village pour enfin être tranquille, pour vivre sa vie, voilà, tranquillement. Et malheureusement, ça ne va pas se passer comme elle le veut, puisque quelqu'un semble lui vouloir du mal. Et c'est vrai qu'elle a peu d'armes pour s'aider, puisqu'elle n'est pas une sorcière très puissante. Ceci dit, elle reste une sorcière. Donc, elle a quand même des techniques qu'elle connaît, enfin des techniques, des choses qu'elle a apprises, des sorts, des façons de lancer des rituels, des sorts, des sortilèges, notamment des sortilèges de protection, des sortilèges de vérité. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. On se rend compte que voilà, c'est pas une nulle non plus. Voilà, elle a peut-être pas de pouvoir particulier, mais c'est pas une nulle en sorcellerie. Elle a quand même baigné dans ce milieu-là et elle connaît plein de choses. Et notamment, on va se rendre compte qu'elle a un rapport assez proche avec la nature, ce que j'adore moi évidemment. Les romans de sorcières, avec les sorcières, j'adore, mais quand en plus il y a vraiment un rapport très fort avec la nature, j'adore. Donc c'est une novella qui se lit très bien, qui est pleine d'humour. C'est franchement, alors que aussi la pauvre Céleste, quoi, elle n'a pas de chance. Mais même s'il y a des passages quand même assez durs et assez graves, parce que voilà, elle est reniée par toute sa famille, il y a de l'humour, il y a vraiment énormément d'humour. Et quand elle rencontre l'héroïne de Va au diable, il y a encore plus d'humour, c'est excellemment bien fait.
Et bah, notre petite Céleste, elle n'est pas si faible que ça. Et vraiment, c'était un plaisir. J'espère qu'on faudra que j'achète Va au diable. Vraiment, à chaque fois, j'oublie, il faut que je le rajoute sur ma wishlist parce que j'y pense pas. Mais ça m'a donné vraiment... Je connaissais pas l'autrice sanguine. Enfin, j'avais vu, voilà, c'est son Bookstagram, mais je n'avais jamais lu aucun de ses romans et bah, j'ai très envie d'en lire d'autres. Et j'espère qu'on retrouvera Céleste dans d'autres novellas ou romans, peu importe le format, mais j'espère vraiment qu'on la retrouvera dans d'autres aventures parce que c'est une héroïne qui m'a vraiment fortement plu. Ensuite, toujours pour rester dans du fantastique, là cette fois nous partons chez Sabran et dans l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, Eater Facette, Fawcett, ouais, Fawcett peut-être. Alors moi j'ai pris la version brochée, je le regrette pas parce que je trouve qu'elle est déjà très belle. Il y a du vernis sélectif et tout. Je les ai vus en librairie, donc j'ai pu les voir et comparer. C'était mon cadeau d'anniversaire. Un cadeau d'anniversaire de mes parents. Je me suis dit, largement suffisant, vous embêtez pas à prendre la version brochée. Mais après, j'ai dit non, prenez la version collector. J'ai dit non, prenez la version brochée, elle est très bien. Surtout que c'est pas un one-shot. Hein, donc, il y aura plusieurs tomes. Je sais pas combien en tout, mais il y en aura plusieurs. Alors là, par contre, c'est vrai que la couverture pourrait peut-être faire un peu printanière, un peu estivale, mais pas du tout, puisque Emily White va s'exiler dans une île norvégienne. Donc voilà, on est dans le Grand Nord, il fait quand même assez froid. Emily White est une experte en dryadologie, c'est bien comme ça que ça se dit, dryadologie, c'est ça. On est dans un monde alors, qui ressemble au nôtre, qui se passe, je pense, au début du XXe siècle, mais où on sait qu'il existe des fées, des créatures du petit peuple, voilà. Tout ça, c'est accepté. Et on a des gens qui enquêtent, qui se rendent auprès de ces créatures pour voir comment elles vivent, voilà, pour en apprendre davantage sur ces créatures. Et notamment, il y a des dryadologues dont fait partie Emily Wilde. Alors je pense que le fait qu'elle soit une jeune femme, ça l'empêche d'accéder à un certain poste au sein de l'université. Mais elle ne se dégonfle pas. Elle a décidé d'écrire une encyclopédie sur différentes fées. Et là, en allant dans cette île perdue de Norvège, elle veut découvrir, enfin rentrer dans la société des recluses. Ce sont des fées comme leur nom l'indique, sont très difficiles à aborder, mais elle est bien décidée à y aller. Le problème, c'est que bon, elle arrive dans cette île assez perdue, très froide, et Emily Wilde, on va dire que le côté sociable, c'est pas son fort, donc elle sait pas vraiment se sociabiliser avec les gens qui habitent là. Ce qui va lui causer quelques déconvenues, puisqu'elle fait aussi des fautes par rapport à leurs coutumes. Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident quand vous arrivez dans un pays, vous connaissez pas les us et coutumes. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu, c'est une scientifique, elle aurait pu quand même, une chercheuse, elle aurait pu se renseigner avant. Donc elle commet des impairs et voilà, c'est pas trop la fête, on va dire. Et puis arrive un professeur d'université, alors c'est Bumblebee, Wendell Bumblebee, qui, lui, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un d'hyper sociable, c'est un bel homme. Donc lui, tout de suite accepté dans cette île. Et franchement, Emily Wilde, ça lui casse les pieds parce qu'elle ne veut pas qu'il lui pique son idée, son article qu'elle compte écrire sur les reclus, sur sa vie dans cette île de Norvège. Donc ça la gave au début d'être avec lui. Mais alors, leurs rapports sont assez... Voilà, on est dans un grumpy sunshine, comme on dit, c'est-à-dire un côté où vous avez un personnage qui est plutôt grognon. En l'occurrence, pour une fois, c'est pas l'homme, mais la femme, c'est Emily. Et lui, plutôt solaire. À savoir aussi que Emily soupçonne qu'il cache certaines choses qu'on va voir se révéler petit à petit au fur et à mesure du livre. C'est pareil, je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas spoiler. Voilà, c'était... c'est ce qu'on appelle de la cozy fantasy. Hein. Voilà. Alors, il y a quelques scènes quand même qui sont assez dures. Notamment, il y a un cas de possession. Vous voyez, ces histoires de changelin où vous avez des fées qui mettent un changelin à la place d'un bébé humain. Il y a des scènes comme ça assez dures, même sur la fin, tout ça, il peut y avoir quelques scènes assez dures. Mais malgré tout, j'ai eu l'impression de lire un livre bonbon, doux. Ça m'a fait du bien parce que j'avais lu une lecture pas facile. Enfin, j'avais lu juste avant. Ouais, juste avant La Route de Cormac McCarthy, qui a été une lecture pas très facile. Mais voilà, ça m'a fait du bien. C'est un livre bonbon. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes dures quand même, je tiens à le préciser. Mais franchement, c'est de la cozy fantasy, c'est doux, c'est sympa. Alors j'avais peur de ne pas en retenir grand-chose, parce que il se passe pas énormément de choses. La fin est un peu précipitée quand même. Mais
Mais en fait, je me rends compte, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, et je me rends compte que je garde quand même pas mal de souvenirs. Donc, comme quoi, des fois, c'est bien d'avoir du recul aussi sur les livres, parce qu'il y a des livres, on se dit, ah, ouais, celui-là, je vais le mettre dans mon palmarès, et puis l'autre, non. Puis de compte fait, on se rend compte qu'il y en a un qu'on retient plus, et avec le recul, bah oui, il m'a quand même bien marqué, et j'ai beaucoup aimé. Et c'est le cas avec celui-ci. Franchement, il n'y a pas de choses trop compliquées, il n'y a pas énormément de termes, voilà, on n'est pas dans de l'heroic fantasy, où il y a plein de lieux avec des noms pas possibles, des personnages avec des noms pas possibles. Ça se lit très bien, c'est voilà, c'est de la cozy fantasy, c'est doudou, et ça se retient bien malgré tout, ça se retient bien, et voilà, pour moi, je continuerai la série sans souci. En plus, voilà, en version brochée, il est à 18,90, on ne dépasse pas les 20 euros, donc c'est intéressant. Je continue, je surveille l'heure quand même. Je repars à nouveau aux éditions du Chat Noir. En fait, je vous les fais dans l'ordre dans lequel je les ai lus, hein. C'est pour ça que j'ai un petit mélange comme ça des maisons d'édition. Celui-ci, je l'avais reçu en service presse. D'ailleurs, j'ai pas... ouais, j'ai oublié aussi, ce qui est le cas aussi pour que le diable t'emporte, et Fleur de Cendre, qui était aussi des services presse. J'oublie de le dire, normalement, il faut le dire, mais j'avoue que j'oublie. J'aurais peut-être dû vous faire les services presse, ça aurait été plus simple. Peu importe. Bon, voilà, donc c'est voilà, encore un service presse des éditions du Chat Noir. Donc c'est la saga Le Roi Brume et le tome 1 de Brume et d'Ombre de Jenna Wolfhard. Là, on est plus dans de la romantaisie. On est dans un monde où en fait, les brumes ont envahi ce monde de fantaisie. Et seul subsiste une enclave où vivent fae et humains. Voilà, qui donne de la protection aux humains, mais les failles sont gouvernés par Oberon, qui est un personnage qu'on retrouve dans l'œuvre de Shakespeare, hein, qui est un roi faé. Mais le problème des faées, c'est qu'ils considèrent les humains comme un peu leurs esclaves, c'est-à-dire qu'ils sont bons qu'à bosser. Oberon vient, tous les 25 ans, je crois, vient gentiment piocher une jeune fille parmi les humaines pour en faire sa concubine, pour qu'elle lui donne des enfants. Derrière, la promesse, c'est qu'elle a la vie éternelle. Sauf qu'on ne revoit jamais ces jeunes filles. Alors, mais le truc étrange, c'est qu'elles veulent toutes être choisies. Voilà, elles ne rêvent que de ça, sauf notre héroïne Tessa, qui, elle, se pose des questions quand même sur ce qui arrive à ces jeunes humaines qu'on ne revoit plus, qui n'a pas envie de devenir du tout la concubine d'Oberon et de lui faire... parce que quand il les emmène, il les garde quand même pendant des années, et elle n'a pas envie de lui servir et lui donner une tripotée d'enfants pendant des années. Et notamment, Tessa a contact avec quelqu'un qui lui fait gagner un peu d'argent, c'est un peu... La relation est un peu bizarre parce qu'on ne connaît pas cette personne qui la contacte, et il lui demande d'aller chercher des pierres, des joyaux, et notamment à la frontière où il y a la brume, où la frontière, voilà, où les gens qui y pénètrent meurent. Donc voilà, il y a très peu de chances de survie, autant pour les humains que pour les elfes. Et Tessa va être surprise par Oberon en train de voler ces pierres magiques. Donc Oberon, sur le coup, ne fait rien, ce qui l'étonne un petit peu parce que c'est plutôt quelqu'un d'assez abject. Elle a d'autres raisons aussi de le détester. Je ne vais pas vous le dire parce que je n'aime pas trop spoiler le roman, mais elle a d'autres raisons aussi de ne pas aimer du tout ce personnage qui est franchement infect. Donc on se dit, ah, elle était très étonnée de ne pas être punie, que sa famille ne soit pas punie, ou sa meilleure amie. Et en fait, ben, le jour où il doit choisir sa nouvelle épouse parmi les jeunes filles humaines, c'est elle qui choisit. Donc Tessa est super enchantée, vous imaginez. Et elle se retrouve malheureusement dans la cour d'Oberon à se préparer pour le mariage. Et jusqu'au jour où une porte de sortie s'ouvre à elle, alors par le biais du roi Brume, qui est donc le faé qui vit du côté des ténèbres et qui a causé qui a causé cette catastrophe qui a fait que ce monde fantastique a été complètement, à part voilà, cette enclave, mais a été quasiment envahi par les ténèbres. Donc il est responsable de ça, donc il a très 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 mauvaise réputation. Mais Tessa, au vu des événements, de ce qui se passe à la cour de Oberon, elle préfère quand même s'enfuir, quitte à aller voilà, du côté des ténèbres. Et puis là, bien sûr, elle va aller de surprise en surprise, parce que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles y paraissent, vous vous en doutez bien. Elle va faire la connaissance du roi Brume. Et bon, on est dans de la romantisie,
On va avoir un petit début de relation quand même. C'est voilà, il n'y a pas de smut, hein, donc c'est pas lourd. La romance se fait tout doucement. Donc c'est moi je préfère. Je vais- ce genre de livre, je ne lis pas pour qu'il y ait que de la romance. Il faut de l'action à côté, il faut qu'il y ait un world building à côté, voilà, qui ait des intrigues, qui ait des choses qui se passent. Il y a pas mal d'actions. Et puis voilà, Tessa va aller de découverte en découverte et Brume n'est pas vraiment celui qu'on croit. Par contre, Oberon a pas mal de choses à cacher. Et donc ça a été un bon moment de lecture. Bon, évidemment, ça se termine avec un cliffhanger. Et je crois que le tome 2, je ne sais pas s'il a été... je pense il est écrit, je pense. Mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti en France. Donc je pense que les éditions du Chat Noir le sortiront l'année prochaine. Donc voilà, si vous voulez lire une bonne romantaisie, où la romance ne tient pas une place trop importante, mais où il y a pas mal d'action, pas mal de rebondissements, avec un personnage féminin qui est vraiment forte et très, très attachante. C'est vraiment une bonne lecture, c'est une bonne lecture détente et c'était vraiment très agréable. C'est pareil, c'est une saga que je continuerai avec beaucoup de plaisir. Ensuite, ça ce sera le petit dernier, le tome 1 de Mystic Flone, le maître des arcanes. Donc c'est toujours chez Gulfstream, c'est de Dana B. Chalice. Alors c'est pareil, vous avez... alors là ici on est dans dans du plus au niveau couverture. C'est magnifique, vous avez... hop. Puis alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des détails dans la couverture. C'est un truc de fou. Et à l'arrière aussi. Et voilà. Vous avez ça. C'est magnifique avec des personnages. Alors, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'on est à la fois dans une école de magie avec des jeunes mages en apprentissage, qu'on est dans un monde où il y a comment ils appellent ça, des maîtres cartes ou des mages. Bah, il y a enfin, il y a des gens là où on parle du maître des arcanes, mais voilà, des gens qui savent maîtriser les cartes, des cartes pour avoir du pouvoir. Donc il y a tout ce système de magie qui est très intéressant. Et il y a justement dans cette école, il y a un jeune homme, Sage, qui en fait est un maître des arcanes, donc qui est très recherché parce qu'il a énormément de pouvoir. Et le pauvre, il est obligé de se cacher depuis qu'il est enfant, depuis qu'on a découvert qu'il était un maître des arcanes, parce que les gens veulent s'emparer de lui, se servir de lui. Voilà, il y a plusieurs royaumes, donc il y a un équilibre très précaire entre chaque royaume. Donc s'il y en a un qui a une arme plus puissante que les autres, ça peut rompre cet équilibre. Et Sage vient se réfugier dans cette école sous un nom d'emprunt, sans dire qu'il est une maître des arcanes. Et là, il va rencontrer Diba, qui est une jeune femme, donc future mage, donc qui a des pouvoirs. Mais alors, elle, c'est une malédiction, puisque c'est une empathe. Donc, c'est-à-dire qu'elle elle ressent les émotions des gens, mais à puissance 1000. Et le problème, c'est qu'elle ressent surtout que les émotions négatives. Et malheureusement, quand elle ressent ces émotions, ça peut créer des catastrophes. Elle est sans arrêt obligée de se retenir. Du coup, elle n'a pas d'amis parce que personne n'ose s'approcher d'elle. Elle n'ose pas non plus rentrer trop en contact avec les gens puisque elle a peur de trop ressentir leurs émotions. Et elle est assez isolée et on voit à un moment, elle est aidée par une prof qui essaie de l'aider à contrôler ses pouvoirs et elle déclenche carrément un tremblement de terre quand même. Enfin, une secousse sismique, quoi. Il y a toute l'école qui tremble. Voilà, donc son pouvoir est quand même très important et très dangereux. Et Sage va se rapprocher d'elle. D'ailleurs, c'est assez sympa parce qu'il y a plusieurs comme ça élèves qui sont un peu mis au banc de la société, de cette micro-société d'école des mages. Et Sage, je sais pas comment on prononce, va justement un peu les réunir et faire ami avec eux sans révéler qui il est. À ce système, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y a un mélange des genres qui est vraiment super bien fait, qui est super bien maîtrisé parce qu'on a une école de mages, on a des pouvoirs magiques, on a ces arcanes, voilà, ça fait penser au tarot, tout ça, avec ce maître carte, ces arcanes. On a un équilibre précaire entre les royaumes. Et puis, comme vous avez pu le voir voilà, sur la couverture, il y a des robots. Donc, on a un petit côté un peu steampunk. Un petit, hein, c'est pas du steampunk, hein, mais surtout que les robots apparaissent surtout à la fin.
En fait, la civilisation actuelle a découvert des vestiges d'une autre civilisation et parmi ces vestiges, des robots. Sauf qu'ils n'ont pas la technologie nécessaire pour les faire aller correctement. Ils arrivent quand même à en maîtriser, je crois que chaque royaume en a un, mais c'est très compliqué, il faut un pilote. Et voilà, les robots ne sont pas utilisés à leur maximum. En même temps, voilà, on est toujours dans cet équilibre des pouvoirs. Et justement, est-ce que le maître des arcanes ne pourrait pas mieux contrôler ces robots? Voilà, il y a plein de questions qui se posent, mais il y a toujours voilà, cette importance de garder l'équilibre entre les forces, parce que sinon on partirait dans une guerre qui serait catastrophique. Et, voilà, et j'ai trouvé que l'autrice avait vraiment super bien réussi à faire ce mélange. Voilà, on est d'une école, ça fait un peu penser à Harry Potter avec une école de mages, et puis ces mages un peu rejetés, un peu mis de côté parce qu'ils ont une particularité. Ces pouvoirs magiques, vous avez des créatures fantastiques aussi. Je trouvais ça génial. Et on a des robots. Et ça fait pas complètement délirant, c'est vraiment bien fait, c'est bien amené. J'adorais aussi découvrir ces créatures fantastiques. C'était génial de les amener dans l'histoire parce qu'elles vont aussi aider nos héros à en savoir davantage sur eux-mêmes, sur leur pouvoir et aussi sur ce qui a pu se passer autrefois et sur la découverte de ces robots. Toujours les images. En plus, bon, j'avais rencontré l'autrice lors des Aliénales, donc j'avais eu ma petite dédicace. Bon, là, j'ai enfin acheté le tome 2. Je ne sais pas, je voudrais le caser quand même parce c'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé, quoi. Ouais, je suis pas loin du coup de cœur. Je trouve qu'il y a vraiment une super maîtrise, quoi. C'est une super maîtrise des genres. Quand vous regardez, mais la couverture, là, je sais pas, vous voyez, la tête est décollée. Tout ça est expliqué dans le roman, hein, pourquoi on a ces personnages un peu étranges, mais vraiment, je vous le conseille. Ouais, je peux dire que c'est un coup de cœur, même ce roman, parce que il y a vraiment énormément d'idées, énormément de, 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 ouais, d'idées de trouvailles qui sont géniales et qui sont bien amenées et qui, bien sûr, on est dans de la fantaisie, mais ça reste crédible, ça reste, voilà, ça reste pas délirant, enfin, c'est pas délirant et franchement, c'était super. Et voilà, je vais finir avec ce roman-là sur une superbe note parce que le fait d'en reparler, ça m'a fait repenser à plein de choses et je me dis, c'était vraiment quand même top ce livre. Donc maintenant, il faut que réussisse à caser aussi quand je vais lire le tome 2. Mais voilà, c'est un petit bijou. Franchement, c'est un petit bijou. Voilà, bon, moi je vais vous laisser ici. On est quand même à plus de 30 minutes de... C'est bien, j'ai réussi à vous présenter quand même pas mal de livres. Donc je suis assez contente. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à intervenir en commentaire. Et encore merci, surtout en ce moment, d'être très présent. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait de voir qu'il y a des nouveaux abonnés, qu'il y a plus de vues, plus de likes. Oui, je reste une petite chaîne, hein, mais ça me fait énormément plaisir qu'il y ait plus aussi d'échanges, qu'il y ait des gens qui commentent que je n'avais jamais vu commenter. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment... Enfin, je vous remercie parce que c'est vraiment très agréable. Ça fait un plaisir fou, quoi. Donc, voilà, je m'attendais pas à ça et j'en suis vraiment très contente et voilà, ça me fait plaisir, c'est tout. Je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!